toi, Marc. Eh bien, merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter un retour d'expérience sur le produit sur lequel je travaille en ce moment, qui s'appelle la cartographie nationale des lieux d'inclusion numérique. Et pour me présenter, donc, je suis Marc Gagné, je suis ingénieur logiciel indépendant. Et vous pourrez retrouver le lien de la présentation à la fin avec tous mes réseaux. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre alors, via le chat. Alors je compte sur la régie pour me les répéter. Il n'y a pas de souci, je répondrai bien volontiers, même en cours de présentation. J'aime bien le feedback, donc n'hésitez pas. Et comme je vous l'ai dit, le lien sera à la fin du diaporama. Donc, pour commencer, je vais vous parler du contexte dans lequel j'évolue. Donc, j'évolue dans un programme qui s'appelle BetaGouv. Donc, c'est un programme qui est issu du gouvernement, de la DINUM, pour être plus exact et pour mettre des termes compliqués. Et en fait, le but de BetaGouv, c'est essayer de créer des services qui sont utiles aux usagers et qui ont un impact maximum. Et donc, pour ça, on va essayer de créer des services publics très innovants, grâce au numérique, et à partir de l'intérieur, donc sans que ce soit une commande ministérielle. Donc pour la stratégie, ce qu'on fait, c'est qu'on lance une première version hyper rapide, même si elle est imparfaite, c'est pas grave, tant qu'on lance quelque chose, on est content sur cette étape. Ensuite, on essaye à partir de cet embryon de produits, on essaye de récolter un maximum de retours utilisateurs pour pouvoir prioriser les besoins et les futurs développements. Et enfin, on essaye de mesurer l'impact et toujours, bien sûr, à l'écoute des retours pour faire une boucle de feedback et donc avoir une démarche très itérative sur les produits qui sont développés avec la méthodologie BetaGouv. Et donc ça, c'est pour éviter des soucis en fait dont on entend parler parfois dans les journaux de produits du gouvernement qui se lancent, qui mettent parfois des années avant d'émerger, puis une fois qu'ils sont en production, on s'aperçoit que soit que c'est tout buggé, ça marche pas, ou ça répond pas aux besoins. Donc, ce qui n'est pas trop étonnant avec des méthodologies, on va dire, un peu plus téléguidées par les ministères et moins par le terrain. Et donc, pour parler un petit peu plus du produit en lui-même, donc il y a 16 millions, c'est le nombre de Français qui se déclarent eux-mêmes éloignés du numérique. Donc ça fait à peu près un Français sur 5. Et ce chiffre, il augmente avec le temps. C'est contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire, c'est les personnes âgées. Et puis, le temps faisant, les nouvelles générations qui arrivent sont de plus en plus au fait des sujets numériques. Mais ce n'est pas vraiment le cas parce que plus en fait on va migrer des sujets vers le numérique, plus la complexité de ce qui doit être fait avec des outils numériques va augmenter et plus les gens vont avoir du mal. Quelqu'un qui, il y a 5 ans, se déclarait à l'aise parce qu'il arrivait à consulter ses mails, il disait c'est bon, moi je consulte mes mails, le numérique je maîtrise. Aujourd'hui, c'est avec la quantité de choses qu'on demande aux gens de faire avec les outils numériques, c'est moins, cette personne-là va se déclarer moins à l'aise avec les outils. Et donc nous, on vise à créer une cartographie qui permet de référencer les lieux d'inclusion numérique. Et donc les lieux d'inclusion numérique, c'est des endroits physiques où les Français peuvent se rendre pour poser les questions, apprendre à savoir mieux utiliser les outils au quotidien. Et évidemment, on ne compte pas sur le fait que les usagers eux-mêmes vont se rendre sur notre cartographie pour savoir comment ils peuvent être mieux orientés. En fait, nous, notre outil va plus être à destination des travailleurs sociaux, donc qui vont rencontrer des situations de difficulté et qui, eux, peuvent pas répondre directement à l'aspect formation, mais vont être capables de réorienter les bénéficiaires vers la structure la mieux adaptée. Et donc, on a commencé avec une équipe qui est très petite, en fait, et qui est toujours très petite. Donc, on est un équivalent de 3 ETP. Donc, on est 5 personnes en tout, mais en temps plein, ça fait 3 personnes. Et donc, la question était comment, avec 3 personnes, alors, si tout le monde, c'est pas 3 développeurs, c'est vraiment designer, PO, tout ça, comment à 3, on fait en sorte pour être le plus efficace possible. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu les étapes qu'on a suivies pour construire notre produit, qui a, donc, comme vous l'avez dit, la particularité d'avoir pas de back-end, ou alors un back-end, on va dire, très, très bizarre.
Donc le premier défi, donc conformément à la méthodologie de BetaGouv, on voulait mettre quelque chose en ligne, très rapidement. Donc nous, la première version, on a identifié une cartographie locale. Il y avait beaucoup d'autres cartographies qui existaient avant la nôtre, qui existent toujours d'ailleurs, mais qui sont très locales. Donc on a choisi une qui était pas trop mal, qui était celle de la métropole de Lyon. Donc c'est un projet open source qu'on a pu, faire un fork et donc sur lequel qu'on a choisi pour itérer. Donc ce fork-là, il y avait bien sûr, ils avaient une API, un blog, enfin ils avaient des tas de fonctionnalités. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout découpé. On a juste pris le front. On a fait un appel d'API sur la route qui permettait de récupérer tous les petits points qu'on affiche sur la carte. Et ces données, on les a mises juste dans un fichier JSON qu'on a publié avec le reste des sources de la cartographie. Vraiment, c'était un fichier JSON avec la liste de tous les lieux. Donc, dans un premier temps, il n'y avait que les lieux de la métropole de Lyon, donc c'est un fichier assez léger. Et ça, on a publié ça en ligne et on avait accès à une autre source de données, donc les données des conseillers numériques. En France, il y a un dispositif qui s'appelle conseiller numérique, c'est c'est 4000 conseillers qui sont déployés sur tout le territoire pour répondre aux usagers. Et notre idée, c'était on va prendre cette source de données, on va la modifier un petit peu pour qu'elle corresponde à ce que Résine est capable d'afficher. Et comme ça, en mettant tout ça en ligne, on avait une première cartographie qui permet d'afficher 4000 points sur la France entière. Donc ça nous a pris un peu moins de 2 semaines à faire. Donc on avait déjà un petit impact assez rapide avec 2-3 étapes en mettant juste des fichiers statiques en ligne. Et donc notre infrastructure, elle ressemblait à ça. Donc c'est un bucket S3 sur lequel on met les sources plus les données. Donc en l'occurrence, le fichier JSON avec les 4000 conseillers numériques. Et ça, c'est rendu directement sur l'ordinateur du client. Enfin, du client au sens client web. Et donc la prochaine étape, on nous a dit, c'est bien cet outil, mais en fait, nous, au-delà de juste simplement afficher des lieux numériques, ce qu'on voudrait, c'est permettre d'orienter les usagers. Donc en fait, pour orienter les usagers, il faut être capable de filtrer sur les lieux, en fait, en fonction de le lieu géographique ou les prestations qu'on peut y trouver. Et donc là, mon réflexe primaire de développeur back, c'est de dire, je dois filtrer, ok, je vais faire une route qui me permet de filtrer mes données. Mais avant de faire ça, on s'est dit, on va quand même continuer un petit peu avec le modèle qu'on a actuellement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un filtre des données côté front. Et puis, plus tard, en fait, on fera évoluer ça en remettant ce filtre côté back. De toute façon, c'est quelque chose qui nous prenait plus de temps au niveau de l'interface qu'au niveau du filtre en lui-même. Donc, on s'est dit, on va faire une économie de temps, mais toujours avec cette idée de l'API, elle va venir bientôt, quoi. C'est dans quelques semaines, c'est pas un souci. C'est juste, on fait ça pour aller un peu plus vite et tester surtout. Donc, ce qu'on voulait, c'était tester l'interface, l'outil d'orientation. Donc, on a mis cet outil-là en ligne. Puis on s'est aperçu que ça se passait bien, en fait. L'outil plaisait bien, il était assez bien utilisé, on avait de bons retours dessus. Et puis moi, ce qui m'inquiétait plus, c'était sur les 4000 lieux, est-ce que côté client, ça allait être efficace à filtrer? Et en fait, on n'avait pas trop de soucis de performance, ça marchait très bien. Je dirais même que ça marchait mieux qu'avec une API, parce qu'on n'avait pas le temps de réponse. En fait, une fois que les données étaient téléchargées au début, après, le filtre, il était vraiment immédiat. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Il est vraiment immédiat, quoi. Donc finalement, on s'est dit, on va peut-être rester un peu plus longtemps sur ce fil côté front. Parallèlement à ça, on s'est dit, on a les données des conseillers numériques, c'est bien, mais on aimerait bien, nous, recenser tous les lieux de la médiation numérique. Et en fait, je vous ai montré les données de Résine, mais il y a plein d'autres acteurs qui recensent les lieux de médiation numérique dans des formats très, très variés, évidemment, parce qu'il n'y a pas de standard. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de standard, donc chacun faisait un petit peu avec ses moyens. Et donc, il fallait que je récupère tous ces fichiers, que je les standardise et que je les concatène pour avoir un fichier avec tous les lieux. Mais avant de faire ça, on s'est dit que le mieux, ce serait d'avoir une sorte de formulaire pour publier les fichiers, que les gens, en fait, nous les partagent et que nous, ensuite, on puisse faire le travail de normalisation derrière. Mais plutôt que faire ça, on a plutôt préféré se raccrocher à la mise en place d'un standard des lieux de médiation numérique qui était en train d'émerger. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a participé à des réunions au lieu de coder,
juste pour voir comment on pouvait au mieux représenter avec les gens qui sont vraiment dans le métier, qui font de la médiation numérique au quotidien depuis des dizaines d'années et qui sont experts du domaine et qui savent très bien comment représenter les lieux de médiation numérique. Et on a carrément intégré le comité de pilotage de la définition du schéma pour être sûr que ça réponde à nos attentes techniques et puis surtout, évidemment, aux attentes du métier, de la réalité du terrain. Donc le schéma est public et donc les effets positifs de notre contribution au standard, déjà on a été mis en avant auprès de toutes les parties prenantes et auprès de tous nos partenaires parce qu'on était identifiés par les personnes alors qu'on venait juste d'arriver comme les gens qui contribuaient, contributeurs même actifs au standard. Un autre point positif, c'est qu'on a pu détecter des problèmes qu'on savait que ça allait nous poser des problèmes pour la suite, pour l'exploitation des données. Donc, on a pu y remédier très, très tôt. Et l'avantage aussi, c'est qu'en passant par un schéma de données et tout l'écosystème qui existe au sein du gouvernement pour gérer les standards de données, on avait tout un accès à des outils qui nous permettaient de notamment faire de la saisie de données ou même de la vérification de la validité des données. Arrivé à ce point-là, on nous a dit « Ok, c'est bien, mais moi, si jamais je veux... j'ai pas de jeu de données à vous soumettre. Ok, j'ai compris que j'ai un formulaire où je peux rentrer mon jeu de données, vous le récupérez, vous le transformez, vous le mettez en ligne, ça marche. Mais moi, j'ai juste un lieu. J'interviens dans un lieu, je veux juste rajouter un point sur la cartographie. Je fais comment ?» Et donc là, on s'est dit, c'est un peu game over. C'est vrai que là, si on veut faire ça, il nous faut un formulaire des lieux de médiation numérique. Donc, il faut qu'on développe un formulaire. Donc, ça veut dire que c'est un post HTTP. Derrière, on récupère. On va venir agréger avec les données qu'on a déjà. Donc, ça veut dire qu'il nous faut une base de données. Et là, si on tire la pelote, on n'avait pas le choix. On était obligé de passer sur un back-end classique. Mais plutôt que de faire ça, on a essayé quand même de pousser un peu plus loin. Et en fait, on a beaucoup discuté avec Dora, donc c'est une autre startup d'État qui, eux, référence l'ensemble des services de l'inclusion. Donc, c'est toutes les thématiques qui peuvent être liées au handicap, à la mobilité, retour à l'emploi, et puis bien sûr, la médiation numérique. Donc, plutôt que de redévelopper un nouveau formulaire... Ah oui, avant de dire ça, je veux dire oui, on avait constaté que leur formulaire, il était bien, mais il était très, très générique parce qu'il recense beaucoup plus d'informations que ce dont on avait besoin. Et donc, ce qu'on leur a proposé, c'est de faire une contribution open source directement sur leur code, donc qui est public sur GitHub, pour créer un formulaire spécialisé dans le cas où on choisit la thématique du numérique. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Quand sur Dora, vous choisissez le numérique, vous avez un formulaire qui est vraiment adapté au lieu de médiation numérique et donc qui correspond vraiment au standard qui a été défini par les professionnels de la médiation numérique. Et donc, les effets positifs de cette collaboration, déjà, c'est que côté Dora, ils avaient prévu dans un futur assez lointain de faire ce genre de fonctionnalité avec des formulaires spécifiques. Et on leur a fait le premier de la série, donc celui qui concerne le numérique en l'occurrence. Aussi, on bénéficie de l'expertise de Dora. Ils ont développé des tas d'outils pour mettre à jour les données, donc avec des rappels, tout ça pour toutes les personnes qui ont saisi leurs données sur Dora, parce que la principale contrainte qu'on a à gérer avec ces données, c'est le fait qu'elles soient constamment à jour. Et ça, Dora, ils font un super travail là-dessus. On est très, très content de ne pas avoir à le faire. Aussi, Dora, c'est un autre produit, donc ils ont une autre enveloppe budgétaire avec laquelle ils font des déploiements de l'outil sur le terrain, donc auprès de toute l'inclusion numérique, mais parfois auprès des médiateurs numériques. Et tous les médiateurs numériques qui vont réussir à convaincre de passer sur leur outil, automatiquement, c'est des utilisateurs qu'on va être capable de capter par effet domino en fait, sur la cartographie. Et enfin, tout ce que Dora va développer dans le futur, c'est des fonctionnalités qui vont directement bénéficier à nos utilisateurs. Et pour terminer, je dirais que la plus grande fierté sur cette stratégie, c'est qu'on n'a pas développé le formulaire de plus. On a tous un petit peu marre d'avoir des tas de formulaires qui nous demandent tout le temps les mêmes informations. Et nous, on n'a pas développé ce formulaire de plus, on utilise ce qui existe déjà.
Mais on a quand même une autre problématique, par rapport à ça, c'est que, ben, vous avez bien compris qu'on a tout un ensemble de sources de données avec maintenant Dora en plus et il nous faut bien, quelque chose, une source unique en fait, qui permet d'agréger toutes ces données et de les récupérer. Donc la question qu'on peut dire, c'est d'avoir une base de données en fait, des lieux de médiation numérique et qu'on peut proposer, ben, pour une éventuelle API et que ça arrive, sur notre cartographie. Mais plutôt que de faire ça, on a choisi de travailler avec un autre acteur qui s'appelle Data Inclusion. Et en fait, eux, ils développent justement une API de toutes les données de l'inclusion. Et ils étaient très très contents de savoir qu'on voulait utiliser leur outil. Et nous, de notre côté, on était très très contents de ne pas avoir à développer cette API. Le problème de cette API, c'est que bien sûr, elle était préexistante avant le standard des lieux de médiation numérique dont je vous ai parlé plus tôt, et donc elle n'était pas compatible avec notre carte, parce que nous, notre carte, elle comprend que le standard de médiation numérique, sinon ça n'avait pas de sens de le faire et d'y contribuer. Donc, pour pallier à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement développé des petits scripts de conversion. Donc, c'est juste des scripts en ligne de commande qui permettent de passer d'un schéma à l'autre. Donc, voilà, entre le schéma de la médiation numérique et les schémas de data inclusion. Donc, des choses très, très simples qui, de toute façon, on aurait dû le faire si on voulait partager nos données avec eux. Et donc, les effets positifs de cette collaboration, bah, déjà, eux, ils bénéficient, donc là, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est qu'eux, ils vont bénéficier de notre expertise liée au schéma des lieux de médiation numérique. En fait, on a même eu cet impact au point qu'on a modifié notre impact en fait a conduit à modifier des choses qu'ils avaient définies eux dans leur schéma de données pour être encore plus proche du métier, en fait de la source que nous on avait capté initialement tout au début du projet. Aussi, ben, forcément, on est devenu le plus gros fournisseur de données des lieux de médiation numérique, donc ils nous aiment beaucoup pour ça. Puis on leur donne des données plutôt bien qualifiées, donc ils sont assez contents de la collaboration. Et nous, de notre côté, ben, on a bien notre source unique qui contient l'ensemble des données, et même plus, mais nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est que les données de la médiation numérique. Et à ce moment-là, ça ressemblait à ça. Donc, il manque encore un petit morceau. Donc, on voit que depuis son ordinateur, bah, les personnes peuvent saisir les données sur Dora. Et Dora va publier ces données dans Data Inclusion. Mais il nous manque encore un petit chemin pour que le JSON, il puisse arriver depuis Data Inclusion jusqu'à notre cartographie. Et donc, pour faire ça, pour afficher les données, on s'était dit initialement qu'on pouvait exposer un endpoint, tout simplement, qui utilise le petit script de conversion, qui fait l'appel à l'API de Data Inclusion et qui retranscrit les données pour la carto et le tour est joué. Mais plutôt que de faire ça, on a plutôt choisi de publier les données sur un outil qui s'appelle DataGouv, dont j'entends pas mal parler en ce moment sur les réseaux parce qu'il a des jeux de données comme l'ensemble des coiffeurs sur le territoire français qui ont des noms cocasses. Donc, mais en vrai, il y a beaucoup de données sur DataGouv et des données extrêmement pertinentes. D'ailleurs, même en tant que citoyen, je vous invite juste à y faire un tour, de regarder un petit peu ce qu'il y a en fonction de vos centres d'intérêt, tout ça, parce que c'est hyper intéressant, en fait, tout ce qui est présent sur cette source. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié l'ensemble des jeux de données qu'on transforme, qu'on standardise donc au schéma des lieux de médiation numérique, on le publie sur DataGouv. Et ça, c'est avec, on a des outils automatiques. En fait, DataGouv, oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils proposent une API, eux aussi, une API qui permet de publier des jeux de données. Et nous, on a juste un outil en ligne de commande qui fait la transformation et derrière publie directement sur DataGouv. Et donc, les avantages de cette collaboration, c'est avec DataGouv, plutôt de juste la simple utilisation de DataGouv, c'est que nos données, elles sont disponibles en open data par construction. C'est un point assez important pour nous que nos données soient ouvertes. Et là, on n'a pas d'autre choix que de les ouvrir, sinon elles sont pas disponibles. Aussi, c'est devenu une vraie plateforme d'échange avec Data Inclusion. J'aime bien dire que c'est devenu notre Google Drive. Quand on a des choses à leur publier, à mettre à leur disposition, on publie sur DataGouv. Et eux, pareil, de leur côté, ils publient sur DataGouv et on va récupérer tout ce qu'ils mettent sur DataGouv. Donc, c'est vraiment un nœud central dans notre back-end, si on peut parler de back-end. Aussi, comme c'est un outil qui est assez développé, assez utilisé, on peut avoir des réutilisateurs.
et il y a tout un aspect social où les réutilisateurs peuvent mettre des informations complémentaires en disant dans quel but ils utilisent nos données, voilà, et on peut avoir des notifications sur l'utilisation de nos usages, là où sur l'API, on pourrait avoir des retours, bien sûr, ou des statistiques, mais il n'y aurait pas tout un outil qui permet de gérer ça plus finement. Et enfin, le fait d'avoir ce système, ça nous permet de faciliter l'intégration de la cartographie en marque blanche, parce que si on veut afficher la cartographie, tout ce dont j'ai besoin, c'est de publier mes données sur Data Inclusion, et à partir du moment où elles sont bien standardisées, ça se passera bien, il y aura pas de souci. Et donc, au final, ça ressemble à ça, notre back-end. Donc, si vraiment on peut parler à proprement de back-end, c'est ce qui se passe sur GitHub. En fait, sur GitHub, on va avoir des scripts qui vont tourner tous les jours, qui vont récupérer des données depuis toutes les sources de données qu'on a recensées jusqu'à aujourd'hui. Donc, que ce soit des fichiers, d'autres API, ou bien sûr Data Inclusion, qui nous fournit des données plus celles de Dora. Toutes ces données-là, on va les récupérer, les transformer, les publier sur DataGouv. Là, il manque une flèche sur le schéma, j'ai pas mis que Data Inclusion les récupérait à leur tour sur DataGouv. En tout cas, tout ça, ça arrive directement en JSON depuis DataGouv, parce que sur DataGouv, quand vous publiez un fichier, automatiquement, il y a une URL statique qui est assignée. Et donc, si vous publiez un fichier JSON sur DataGouv, vous avez une URL statique qui vous permet d'accéder à du JSON, et ça ressemble assez fortement à une API. Et donc, nous, on sert concrètement de ça pour récupérer l'ensemble des données de la médiation numérique et les afficher sur la cartographie. Je vous propose de faire une petite démo de ce fonctionnement-là. Donc, si je vais sur la documentation de notre outil, on a rédigé tous les éléments qui permettent d'intégrer ça facilement, donc en marque blanche. Donc ça, c'est l'exemple. Par exemple, je suis un acteur territorial, j'ai des données qui sont au standard et je voudrais, sur mon site, afficher la cartographie pour mon territoire. Et donc là, ce que je vais faire, c'est juste copier-coller un petit snippet qui fonctionne avec des web components. Je lance ça là directement. Voilà, en un copier-coller, j'ai l'ensemble de la cartographie qui fonctionne. Moi, par exemple, je suis en Rhône-Alpes, donc je suis Inora, donc le hub qui s'occupe de la région Rhône-Alpes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur DataGouv et je vais récupérer le jeu de données qu'on a publié pour eux, mais qui contient l'ensemble des données de Inora au format. Alors là, je vous parlais tout à l'heure, avant ça, je vais juste faire un petit crochet. Je vous parlais des outils qu'on a à disposition. Vous voyez là, le fichier CSV, c'est écrit qu'il est invalide. Et si je vais voir un petit peu pourquoi, ce que je peux faire, c'est que je peux voir, déjà, je peux consulter les données en ligne, je peux voir la structure des données. Donc là, j'ai l'ensemble du schéma dont je vous ai parlé, qui a été publié et qu'on utilise, qui est référencé. Et je peux voir le rapport d'erreur, donc pourquoi mon fichier n'est pas valide. Et donc là, d'ailleurs, on voit qu'on est contributeur aussi sur le schéma, donc on est bien référencé ici. Et donc, en fait, il a juste détecté des valeurs trop longues. Alors, je vais voir, oui, effectivement, c'est le résumé de la présentation qui ne devrait pas faire plus de 500 lignes. OK. Là, comme il s'agit de contenu en HTML, si jamais je le tronque au milieu, ça risque de poser des soucis. Donc, idée d'évolution pour la cartographie, intégrer un parseur qui permet de transformer ça au format Markdown, par exemple, qui me permettrait de les tronquer à 500 caractères. OK, petit crochet terminé. Je reviens donc sur les données. Donc là, il y a le format JSON. Donc pareil, je peux voir les métadonnées. Et ici, je peux voir qu'il y a l'URL stable dont je vous parlais. Donc je vais venir la récupérer. Et ici, je peux indiquer donc, dans mon web component une source. Hop. Donc j'indique, je mets juste l'URL, donc il me retourne un fichier au format JSON, je relance. Et là, donc, je récupère le contenu donc, en Rhône-Alpes de ce jeu de données. Et ensuite, on a développé aussi tout un tas de configurations. Par exemple, le fait de pouvoir changer la latitude et la longitude et le zoom initial de la cartographie. Et ainsi avoir peut-être une meilleure vue sur les données qui sont présentes. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'intégration en marque blanche. Et en fait, ça, c'est assez utile pour nos acteurs qui, parfois, n'ont pas d'équipes techniques très développées. À partir du moment où ils savent publier du HTML sur leur site,
ils sont capables de faire cette intégration sans souci. Donc voilà, on voulait vraiment avoir quelque chose de simple. Et si jamais on avait une API qu'on leur aurait demandé d'implémenter ou de lancer un Docker, voilà, ça, je sais que ce ne serait pas passé, quoi. Alors que là, on a vraiment quelque chose de hyper simple. Alors, je reviens sur la présentation. Et donc, pour résumer un petit peu toutes les étapes qu'on a vues ensemble sur la construction. Donc, la première étape, c'est qu'on a mis une version en ligne très rapide qui contenait juste un fichier statique. Ensuite, on s'est dit qu'on allait participer à la création d'un cadre pour harmoniser la manière de définir des lieux de médiation numérique. Ensuite, on propose Dora comme outil qui permet de saisir les données des lieux plutôt que de redévelopper un formulaire. On collecte via DataGouv, on collecte plutôt via tous les canaux possibles et on publie sur DataGouv les données qu'on a transformées au standard. Et enfin, grâce à l'intervention de Data Inclusion, on peut avoir un jeu de données unifié qui nous permet un affichage dans la cartographie. Donc ça, c'est le fonctionnement. Après, je peux vous parler de quelques limitations qu'on a observées. Donc déjà, il y avait un souci de performance. Alors, on n'a pas de souci de performance sur la cartographie, mais à un moment, on en avait un. Alors déjà, avant ça, je vous ai mis quelques chiffres pour résumer la quantité dont on parle. Donc pour un peu moins de 20 000 lieux, donc ça représente en gzip transfert un 2,58 mégas. Donc quand c'est dézippé, ça fait 17,3 mégas. Donc au niveau du transfert, c'est quasi immédiat, il n'y a pas de souci, et même la mémoire qui est occupée en RAM, ça reste des données assez petites. Là où les soucis de performance peuvent intervenir et où ça nous est arrivé, c'est à partir du moment où, quand on fait des boucles pour faire des traitements sur près de 20 000 lieux, si on fait une erreur d'optimisation à un moment, ça se voit très vite, quoi. Et donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on code, hein, mais j'ai envie de dire, est-ce que faut faire ça que quand on a beaucoup de données, ou est-ce qu'il faut faire ça tout le temps, pour éviter donc d'avoir ce genre d'écueil, et en faisant ça, on a une application qui est vraiment rapide. Aussi, il faut avoir des partenaires sur lesquels on peut compter, parce que, par exemple, pour Dora, s'ils nous avaient dit non, pas de contribution open source sur notre dépôt, on aurait été bien embêté pour le formulaire, et l'aventure se serait arrêtée bien plus tôt. Enfin, ensuite, on perd aussi une maîtrise du produit. Si jamais il y a une fonctionnalité qu'on veut développer et qui implique un autre acteur, soit on doit le convaincre, soit si on ne peut pas, on est obligé de laisser tomber avec cet acteur et de redévelopper quelque chose. Encore une fois, c'est quelque chose qui ne nous est pas arrivé, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'on perd un peu en maîtrise. Il faut aussi une bonne architecture, parce que comme je vous l'ai dit, si jamais on a des soucis avec notre partenaire ou si on perd la maîtrise du produit, il faut être capable de réagir. Et donc, si on est trop imbriqué, ça pose des soucis. Donc, il faut faire hyper gaffe à ça et en permanence être capable de pivoter. Et puis aussi, je vous l'ai dit, on n'a pas de back-end, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas de code. En fait, on a tous nos outils en ligne de commande qui permettent de faire des transformations automatiques. Et donc ça, il a bien fallu le mettre quelque part. Et aussi, la dernière chose qui a pu nous causer souci, donc c'est les problèmes de notre produit vont être constitués de l'intersection de tous les problèmes de nos dépendances. Par exemple, ça nous est arrivé d'avoir de l'indisponibilité de DataGouv sur une demi-journée. Et donc, dans ce cas-là, c'est assez problématique pour nous, parce que, par effet domino, comme c'est eux qui fournissent les données, notre cartographie ne pouvait pas du tout s'afficher. Je vous ai mis quelques références à propos du produit. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi la présentation.